Bonjour à tous et bienvenue sur Simple, Logique, Explicable. C'est Martin Rémy et aujourd'hui, j'aimerais amorcer avec vous une série de vidéos sur plusieurs domaines de la physique et particulièrement de la mécanique. Pour ce qui en est de l'exercice d'aujourd'hui, qui sera le premier d'une série de vidéos réalisées pour le compte de la dynamique newtonienne appliquée au point matériel. Ça veut dire qu'ici, en gros, on va parler de la dynamique du point matériel et on verra une série d'exercices là-dessus. Une autre série d'exercices arrivera également sur bien d'autres parties de la mécanique, de la thermodynamique, de l'électricité, de l'électronique. Donc restez scotchés car on fera vraiment du lourd. Je tiens également à vous passer mes vœux de bonne année. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps. Depuis le début d'année 2024, j'ai pas eu le temps de faire une série de vidéos parce que j'étais énormément pris par les études, entre guillemets. Il y a plein d'autres petits trucs encore, mais c'est pas le moment d'en parler. Alors, aujourd'hui, pour cet exercice, nous avons le tir du canon. On demande, bon, l'exercice en énoncé, vous l'avez déjà vu en début de vidéo. Ceci, c'est juste pour me rappeler, c'est juste le questionnaire qui a été demandé, pour me rappeler de ce qui était demandé dans l'exercice. Donc, nous avons notre problématique qui est bien là. On a un bombardier de canon qui va lancer un boulet de canon sur une certaine distance. Bon, c'est un truc expérimental, bien sûr, mais qui a vraiment des solutions analytiques qui sont bien connues, des tirs balistiques. On va demander en première question de décrire notre système qu'on va étudier, de donner le référentiel et de justifier en fait que ce référentiel peut être considéré comme galiléen. Car c'est bien à noter que dans ce cas, pour le moment, nous n'allons que traiter des cas, la dynamique du point matériel appliquée à des référentiels galiléens. Pour les référentiels qui seront non galiléens, il y aura aussi une série de vidéos, mais qui sera fait un peu plus tard. En deuxième question, on va nous demander le bilan des forces. Troisième question, les équations de la trajectoire en se basant sur le principe fondamental de la dynamique. Quatrième question, on va nous demander de déterminer le temps de vol du boulet dans un champ horizontal, c'est-à-dire, en gros, ça fait combien de temps pour que le boulet quitte de là jusque là, tout simple. Cinquième question, la distance, elle, à laquelle le boulet frappera le sol et l'angle maximal pour lequel cette valeur est maximale, bien sûr, la valeur de cette distance. Donc, en fait, cette distance ici, bien sûr. Maintenant, en 16e question, on va prendre en considération l'existence des forces de frottement dues à la résistance de l'air, en considérant alpha petit, et on demandera de réétudier la dynamique de cela pour déterminer maintenant la nouvelle valeur de L, tout simplement. Toujours sur le champ horizontal. Donc, on va commencer directement. C'est un exercice d'application basique. Il est où mon marqueur? Oh, ok. Je vais aller direct avec ça. J'ai cru que je l'avais mon marqueur noir. Très bien. Donc, première question. On nous demande de décrire le système à étudier. Donc, le système à étudier. Ici, il s'agit tout simplement du boulet de canon. Pas du canon, parce que le canon, il a une masse, il va juste projeter. Et nous, on va s'intéresser uniquement sur la dynamique de ce qui est projeté. Donc, le boulet de canon de masse petit m, tout simplement. Le référentiel d'étude, dans notre cas, il s'agira tout simplement du référentiel terrestre. Donc, pour rappel, on va dire le référentiel terrestre, bien sûr. On va dire que le référentiel terrestre,
C'est ce référentiel, en fait, qui prend source au centre de masse de la Terre et dont les axes sont définis à des étoiles lointaines, bien sûr, de façon à rester relativement fixe, on va dire. Et maintenant, pourquoi ce référentiel sera supposé galiléen? Supposé galiléen. Celui-ci sera supposé galiléen à cause du temps d'expérience. Le temps d'expérience ici sera relativement court, vu du référentiel de Copernic, de telle sorte que d'après le référentiel de Copernic, la trajectoire de ceci va simplement ressembler à une trajectoire rectiligne, on va dire rectiligne quasi uniforme. Donc, parce que le temps d'expérience, il est relativement court dans le référentiel de Copernic, le référentiel terrestre peut être supposé galiléen. Et c'est quoi le référentiel de Copernic? Pour rappel, le référentiel de Copernic, c'est juste un référentiel qui prend source, qui prend son origine au centre de masse du système solaire, donc le Soleil, et qui a également des axes qui sont pointés vers des étoiles lointaines, de telle sorte que ça assure en quelque sorte la staticité du système d'axe en fait. Non, c'est quasi statique, on va dire. Maintenant, première question, c'est terminé. On a justifié pourquoi le référentiel terrestre peut être supposé galiléen. Maintenant, on va passer au bilan des forces. Lorsque j'ai mon système que je vais prendre là, mon boulet de canon qui se retrouve par exemple ici, comme ceci, il est soumis à la seule action de son poids. Donc, ça veut dire la seule force que je vais considérer qui s'applique sur mon boulet sera le poids. P, tout simplement. Bon, je sais pas pourquoi j'ai un problème de marqueur. Ok. Donc là, j'ai mon poids. Et vous voyez bien le système d'axe est tel que, bon, on va dire que ça c'est notre origine O. UX dans ce sens, UY dans ce sens. UX, c'est exactement comme I et UY comme J. Ça veut dire que là, bilan des forces, qu'est-ce qu'on va avoir? Bilan des forces. La seule force qui agit ici, c'est le poids. Donc, P qui est égal à mg. Maintenant, comment est orienté G par rapport au système d'axe que j'ai choisi? Bon, je voulais également revenir. Une fois que j'ai défini mon référentiel, je peux directement intégrer mon repère d'étude. Donc, je peux dire à celui-ci, je vais associer le repère O, UX, UY. Comme on a dit, dans un référentiel, on peut avoir une multitude de repères, tout simplement. Donc ici, parce que c'est un problème plan, c'est pour ça que je me retrouve uniquement en deux dimensions, dans un plan X, Y. P égale à mg. G agit dans cette direction qui est opposée à UY. C'est pour ça que je me retrouve avec P qui est égal à mg, qui sera simplement moins mg porté par UY, parce que c'est mg porté par moins UY en quelque sorte. Troisième question, on me demande les équations de la trajectoire par application du principe fondamental de la dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est le principe fondamental de la dynamique? Le principe fondamental de la dynamique voudrait tout simplement appliquer la loi de Newton qui stipule que la somme des forces appliquées, somme des forces extérieures bien sûr, appliquées à mon système sera tout simplement proportionnelle à son accélération. Somme des forces extérieures égale à ma. Mon système ici, c'est un point matériel, donc pas besoin de dire que c'est l'accélération du centre de gravité, parce que c'est déjà lui en quelque sorte. Maintenant, la seule force qui agit ici, ce sera le poids. Du coup, je me retrouve avec quoi? J'aurai P qui sera égal à ma. Or, P, c'est uniquement ceci. Du coup, je me retrouve avec quoi? J'aurai donc moins mg uy qui sera égal à m a. Or, l'accélération, nous sommes en deux dimensions, peut être vue comme un ax porté par i, ou bon, on va dire ux, plus un ay porté par uy. Donc, au final, je me retrouve avec quoi?
j'ai moins m g u y qui est égal à quoi? À m a u x plus m a, comme ça c'est ax, ay, u y. Donc si on essaye d'écrire ça en projetant sur les différents axes, suivant x, là j'ai 0 et là j'ai ceci. Donc je me retrouve avec, on va dire max égale à 0. Et de l'autre côté, je me retrouve avec m a y qui est simplement égal à moins mg. Donc, ax égale 0 et ay égale moins g. Mais on n'oublie pas, la question exactement, c'était de trouver les équations de la trajectoire. Alors, la trajectoire sera modélisée ici par la connaissance de la loi horaire suivant x et suivant y, ou alors d'une équation cartésienne du mouvement. Donc, je vais choisir le plus simple, bien sûr, déterminer juste les lois horaires x de t et y de t. Alors, l'accélération, je me rappelle tout simplement que l'accélération, c'est encore la dérivée de la vitesse. Donc, ça veut dire ax, c'est la dérivée de la composante suivant x de la vitesse par rapport au temps. Ay, pareil, c'est dvy sur dt. Alors, si j'ai dvx sur dt qui est égal à 0, ça veut dire en quelque sorte que lorsque je vais intégrer à x, parce que je vais intégrer, j'aurai vx qui sera l'intégrale de ax dt. Vy qui sera l'intégrale également de ay dt. Ceci, ça vient de quoi? En fait, j'ai dvx sur dt qui est égal à ax. Ça veut dire que dvx est égal à ax dt. Donc, pour avoir vx, il faut intégrer les éléments de vx. Intégrale de dvx sera l'intégrale de ax dt. Et c'est ça qui est vx. C'est pour ça que je me retrouve avec vx qui est l'intégrale de ax dt, comme vous le voyez là. Il en est de même pour vy, donc c'est exactement comme ceci qu'on procède. Du coup, j'ai quoi? Vu que ax, il est nul, bon, ceci, ça fait l'intégrale de 0 dt qui donne 0 plus une constante. Donc, je me retrouve avec le fait que vx est égal, on va dire une constante c1, et vy, ce sera maintenant l'intégrale de moins g dt. Or, intégrale de moins g dt, c'est comme une constante, ça fait moins gt plus une constante d'intégration. Ça, c'est une constante. Donc, j'ai vy qui sera égal à quoi? Moins g fois t plus une deuxième constante d'intégration. Alors, comment je fais pour trouver les constantes? Ce sont des conditions initiales qui sont affectées à ma vitesse. Je viens là, tout simplement. Initialement, j'ai l'orientation de la vitesse qui est infligée au boulet de canon. Alors, vu la représentation que j'ai là, j'ai un truc de cette sorte. Donc là, c'est suivant ux, et ici, suivant uy. Je me retrouve là avec alpha. Si ceci, c'est v0, j'ai alpha également là. Ça veut dire que suivant x, c'est ceci. Suivant y, c'est tout simplement ceci. Si je fais, ça veut dire que ça c'est v0 initial suivant x. Ceci c'est v0 initial suivant y. Si je fais sinus de alpha, ce sera quoi? Côté opposé, qui est quoi? Tout ceci, qui est encore v0y en termes de composante divisé par v0. C'est ça qui est l'hypoténuse. Et cosinus alpha, qui est tout simplement côté adjacent, v0x divisé par l'hypoténuse en termes de norme, c'est v0. Donc, j'ai v0y qui est simplement égal à v0 sinus alpha et v0x qui est simplement égal à v0 cosinus de alpha. C'est pour ça que, en quelque sorte, comme vx il est constant, vx sera le même à tout instant. Donc, at égale à 0, ceci sera encore égal à v0x, qui est encore égal à quoi? Ce que j'ai trouvé là, v0 cosinus
de alpha. Et C2, lorsque je vais remplacer T par 0 pour avoir l'instant initial, j'aurai que V0Y sera tout simplement égal à ceci. Vous voyez que ça va s'annuler parce que si VY à T égale 0 est simplement égal à V0Y. Ceci revient à dire que ma constante C2 sera simplement égale à V0Y. Donc, au final, je me retrouve avec quoi? Ça veut dire que je peux bien effacer ceci, parce que c'est ça qui m'a permis d'avoir les différentes composantes. Ça veut dire que je me retrouve avec quoi finalement? Je me retrouve avec Vx qui est égal à V0 cosinus de alpha, Vy qui sera égal à moins Gt, plus la constante C2 qui est V0Y qui m'a donné plus V0 sinus de alpha. Voilà les équations du champ de vitesse. Maintenant, on va déterminer la position. On est quitté de l'accélération, on intègre, on tombe à la vitesse, il ne reste qu'à intégrer pour tomber à la position. C'est pour ça qu'ici, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, j'aurai Vx. Je sais que Vx, en fait, en quelque sorte, celui-ci, c'est dx sur dt. Et Vy, bah, tout ceci, c'est dy sur dt. Alors, si j'ai Vx qui est égal à dx sur dt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dx est encore égal à Vx dt. Donc, x, qui est l'intégrale de dx, sera l'intégrale de Vx dt, tout simple. Donc, ici, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve donc avec x, qui est intégrale de Vx dt, y, qui est intégrale de Vy dt. Ceci, ça me donne l'intégrale de V0 cosinus de alpha dt, et ceci, ça me donne l'intégrale de moins Gt plus V0 sinus alpha dt. Et par mes connaissances des règles d'intégration, ceci étant constant, c'est pas une fonction du temps, ça peut sortir de l'intégrale, je vais rester avec l'intégrale de dt. Donc, normalement, c'est de 0 à t, à un temps quelconque, mais je vais pas le mettre ici pour ne pas simplifier, pour ne pas complexifier le truc. Ça veut dire qu'ici, je me retrouve avec du V0 cosinus alpha que va multiplier t. Donc, c'est comme si j'avais V0 cosinus alpha, ceci qui va multiplier t, tout simplement. Et ici, je me retrouve avec quoi? L'intégrale de gt, c'est comme une constante, ça fait tout simplement moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha fois t. Et ici, normalement, qu'est-ce que je devrais avoir là? Je devrais avoir des conditions initiales, c'est-à-dire, par exemple, ici, j'aurai x0 et ici, j'aurai y0. Mais je me rends compte qu'en fait, bah, lorsque t vaut 0, initialement, mon boulet de canon était à la position 0, 0. Ça veut dire que celui-ci, c'est tout simplement 0 et y0 également, c'est 0. Parce que lorsque je vais remplacer t par 0, je dois avoir 0 tout simplement. Donc, au final, je me retrouve avec mes équations horaires où j'ai tout simplement x qui est égal à quoi? Bon, je peux le réécrire normalement. J'aurai V0t cosinus alpha. Et y est tout simplement égal à moins 1 demi de gt carré plus V0t sinus alpha. Donc voilà à peu près c'est avec quoi je me retrouve. Et ça répond bel et bien à la troisième question, qui sont les équations de la trajectoire de mon problème dynamique. Je peux également combiner les deux équations. Question pour moi d'avoir l'équation cartésienne qui va relier y à x. Donc j'aurai y qui peut devenir une fonction de x. Pour cela, c'est simple. Je vais venir dans ma première équation. Je vais tirer le temps qui sera tout simplement égal à x sur V0 cosinus alpha. Et je vais remplacer ce t dans la deuxième équation. Donc, je vais le remplacer là, je vais le remplacer là. Et vous voyez que bon, t va disparaître dans la deuxième équation et je n'aurai qu'une équation qui va dépendre de y
et de x. Et ce sera ça, en fait, qui sera qualifié d'équation cartésienne, parce que ça relie les deux composantes cartésiennes de mon plan. Maintenant, on va passer à la quatrième question, qui sera le temps de vol. Le temps de vol du boulet dans un champ horizontal. Le temps de vol. Donc, on va bien interpréter la question. Donc, quatrième question, on va nous demander le temps de vol. C'est-à-dire, mon boulet de canon, il fait quel temps pour quitter de là à là? Combien de secondes il fait pour quitter de là à là? Donc, si je l'appelle O, j'appelle le point de chute, bon, C, pourquoi pas. Ça veut dire en quelque sorte le temps que mon boulet de canon fait pour quitter de O à C. Donc, c'est ça que je vais bien marquer là, quatrième question. Déterminant le temps, on va dire le temps que mon boulet fait pour arriver à C. Ce sera lui. Temps de vol du boulet dans un champ horizontal. Donc, on est bien d'accord qu'en C, si on essaye d'interpréter, en C, qu'est-ce qu'on a? Ben, les coordonnées de C, ce sera quoi? X égale une certaine distance qu'on va appeler L. Et Y, bah Y il est nul. Donc en C, on a Y qui égale à 0. Or, je viens de trouver les lois horaires. Ça veut dire que si je me sers des lois horaires, moins 1 demi de GT carré plus V0T sinus alpha, ça veut dire qu'en C, bah, c'est nul. Donc, autrement dit, moins 1 demi de GTC, le temps de chute, au carré, plus V0 TC sinus alpha sera tout simplement égal à 0. Tout simple. Et maintenant, je n'ai qu'à résoudre ceci pour avoir TC. Je vois que bon, je vais pas passer par étude du discriminant, tout ça, tout simplement parce que j'ai pas un dernier membre là. Je peux mettre TC en facteur. Donc ceci, je multiplie d'abord tout par 2 pour me faire partir la fraction. J'ai moins G TC carré plus 2 V0 TC sinus alpha qui est égal à 0. Alors, si je mets TC en facteur, je me retrouve avec TC facteur de moins GTC plus 2V0 sinus de alpha égale à 0. Mathématiquement, ceci revient à dire que soit TC égale à 0, soit c'est le deuxième terme, c'est-à-dire moins GTC plus 2V0 sinus alpha qui est nul. Et ceci, qu'est-ce que ça fait finalement? Ça fait TC égale à 0 ou TC bah, qui sera tout simplement égal à quoi? 2V0 sinus de alpha sur G. Et maintenant, on entre dans l'interprétation physique. Temps de chute égale à 0, ça n'a pas de sens. Ça veut dire tout simplement, bah, mon obus, mon boulet de canon, il n'a même pas décollé si le temps de chute, il est là. Ça veut dire que ceci, c'est physiquement inacceptable. Or, ceci, c'est une grandeur qui est positive, ce qui reflète exactement la dynamique de mon problème. Donc, ceci sera la réponse considérée physiquement. Le temps de chute sera tout simplement 2 fois V0 sinus alpha sur G. Passons maintenant à la...